rapport publié, c'est le 30 décembre de l'année passée que votre équipe a pour la première fois obtenu des échantillons du coronavirus. Quel travail avez-vous mené depuis lors pour l'identification du pathogène? Nous avons obtenu des échantillons dans l'après-midi du 30 décembre 2019. Notre équipe a d'abord mené des études de coronavirus à partir de ces éléments, que nous pensions être des échantillons venant d'une pneumonie de cause inconnue, car mon laboratoire travaille depuis longtemps à la recherche sur le coronavirus. Dans le même temps, nous avons mené une séquence d'échantillons à haut rendement ainsi que l'isolement des pathogènes. Et là, en très peu de temps, nous avons déterminé qu'il y avait un nouveau type de coronavirus dans ces échantillons et obtenu sa séquence entière qui prouve que la séquence du pathogène n'est pas la même au virus existant que nous connaissions déjà. Donc, nous l'avons appelé nouveau coronavirus. Plus tard, aux côtés de deux autres instituts médicaux de notre pays, nous avons soumis la séquence entière du génome à l'Organisation mondiale de la santé le 12 janvier 2020. Dans le même temps, nous avons transféré d'autres séquences dans une librairie des gènes appelée JZ, qui est utilisée par les gouvernements et les scientifiques du monde pour identifier les pathogènes, développer les vaccins et surveiller les médicaments. Quand vous avez fini de séquencer le génome du virus et l'avez partagé avec le monde, est-ce que cela signifie que votre travail s'achevait? En fait, non. Le travail que nous avons fait plus tôt n'est qu'une partie de l'identification du pathogène pour lequel nous connaissons l'information génétique et le genre de virus dont il s'agit. Mais en fait, pour l'identification du pathogène, une autre étape importante est l'expérimentation d'infection sur les animaux. Ces expérimentations font partie de ce qu'il s'appelle les postulats de Koch. Et uniquement par le biais de ces expériments d'infection, nous pouvons au final déterminer qu'un certain pathogène est la cause principale d'une certaine maladie. Puisque nous avons un modèle animal, nous pouvons l'utiliser rapidement pour les expérimentations. En fait, nous avons terminé cette expérimentation animale avec une souris transgénique le 6 février. Cela a prouvé que cet animal pouvait simuler des symptômes de pneumonie cohérents avec un humain infecté par le Covid-19. Puis nous avons terminé l'expérimentation animale avec le macaque Rhésus le 9 février et les deux expérimentations d'infection animale ont prouvé que le coronavirus que nous avions isolé était la cause de la pneumonie inexpliquée. Comment évaluez-vous le travail que vous et votre équipe avez accompli après l'apparition du virus? Je pense que nous avons fait du bon travail. Je veux dire qu'en une période très courte, nous avons mené et terminé simultanément le travail d'isolement du pathogène, la séquence du génome et les expérimentations d'infection sur animaux et sans retard. Vous venez de mentionner que vous et votre équipe avez plus de 10 années d'expérience sur les études des coronavirus. Y a-t-il une connexion entre cela et le travail fait cette fois-ci? Oui, beaucoup. Nous avons en fait commencé l'étude des coronavirus dans les chauves-souris en 2004. Et après 15 années, notre équipe a accumulé un grand nombre de matériaux, de technologies, de méthodes et de plateformes de recherche, de même que des talents qui ont intégré notre équipe. Par conséquent, une telle accumulation nous permet de comprendre la cause de cette pneumonie inexpliquée dans un laps de temps très court, tout en gérant cette épidémie. Pouvez-vous expliquer en détail comment une telle expérience vous a permis de réagir durant la lutte contre la pandémie, comme vous dites, de façon si rapide? Tout d'abord, grâce à ces 15 années de recherche, nous avons déterminé des moyens de tracer les virus comme le SRAS. Par le biais du traçage, nous avons déterminé qu'il existe une diversité génétique dans la nature. Nous les appelons des virus liés au SRAS. La découverte de tels virus ne signifie pas uniquement le SRAS, mais d'autres virus liés au SRAS qui peuvent poser un risque potentiel pour les humains. Donc, d'une part, nous avons commencé à étudier sa distribution et son patrimoine génétique, et d'autre part, nous avons mené des expérimentations moléculaires dans notre laboratoire afin d'évaluer si ces virus liés au SRAS et portés par des chauves-souris ont le potentiel d'une infection entre les espèces.
Toutes ces séries de travail nous ont actuellement fourni une bonne expérience de recherche et de solutions techniques. Par exemple, nos méthodes de détection de l'acide nucléique, de même que nos méthodes de détection des anticorps et les techniques d'isolement du virus. Tout cela met du temps avant d'être pleinement exploré. Après cela, quand il y a un échantillon, nous serons capables de déterminer l'identification du pathogène. Est-ce que vous et votre équipe avez aussi mené des coopérations internationales? Quel rôle cela a joué dans le contexte de lutte contre la pandémie? Notre objectif initial en matière de coopération internationale est de travailler ensemble pour la santé humaine dans le monde, car nous savons qu'il n'y a pas de frontières dans la recherche de maladies infectieuses existantes et émergentes. Un tel travail nécessite des scientifiques du monde entier et que les gouvernements soient ouverts, transparents et coopératifs, avec la volonté de travailler ensemble pour prévenir et contrôler certaines de ces maladies infectieuses. Donc, dès le tout début, notre objectif fut de coopérer. Et par le biais de la coopération, nous pouvons aboutir à des résultats mutuellement bénéfiques et nous pouvons tous comprendre ce virus existant le plus tôt possible. Le travail en laboratoire, de même que la collecte d'échantillons sur le terrain et dans des modèles d'alerte épidémique précoce, requiert des scientifiques de différentes spécialités et ayant des expériences différentes pour se compléter les uns les autres. Une petite équipe ne peut pas accomplir un tel travail seule. Pour certains de ces projets coopératifs, le financement a été suspendu. Vous devez avoir appris que certains de vos partenaires ont rencontré de tels problèmes. Pour quelles raisons pensez-vous que ces projets aient été stoppés? Je pense désormais que la science a été liée à la politique et donc que la science a été politisée. C'est très regrettable. Je pense que les scientifiques du monde n'aiment pas voir cela. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la recherche sur les maladies infectieuses doit être ouverte et transparente. La coopération internationale peut nous fournir un bon support technique pour ces nouvelles maladies infectieuses et servir à toute l'humanité. Donc pour cela, nous en sommes désolés. Quelles seront les prochaines étapes de votre travail? Prochainement, je vais poursuivre du travail que nous avons déjà commencé, comme l'exploration de pathogènes inconnus. Nous savons qu'il existe actuellement de nombreux types de chauves-souris dans le monde, même que les animaux sauvages. Ces virus inconnus que nous avons découverts ne sont que le sommet de l'iceberg. Si nous voulons protéger les humains des virus ou éviter une seconde épidémie de nouvelles maladies infectieuses, alors nous devons avancer à apprendre de ces virus inconnus transportés par des animaux sauvages dans la nature et fournir des avertissements précoces, et nous devons être capables de stocker des médicaments et des réactifs pour la détection, la prévention ou le traitement dans le futur. Alors, vous allez poursuivre ce genre de recherche, mais pour quelles raisons? Ces virus existent dans la nature, qu'on l'admette ou non. Si on ne les étudie pas, il y a la possibilité d'une autre épidémie et nous ne le saurions pas.